Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, l'édition de la mi-journée à partir de 12h30 et la grande édition du soir à 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est évidemment le fait du jour pour la planète marché. On notera que les marchés américains ont terminé au plus haut hier avec l'anticipation de la sortie de Donald Trump de l'hôpital. Retourné donc à la Maison-Blanche aujourd'hui. Le marché fait un peu pchit, on vend un peu la nouvelle et on voit des indices en Europe qui se maintiennent autour de l'équilibre. Vous aurez le résumé complet, les infos clés à la mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le dossier Veolia, Suez, Engie qui trouve déjà un premier aboutissement avec l'accord finalisé entre Engie et Veolia pour permettre à Veolia de racheter un peu moins de 30% du capital de Suez détenu aujourd'hui par Engie, mais Veolia qui ne compte pas s'arrêter là et qui affiche officiellement sa volonté d'aller plus loin en lançant une offre publique amicale sur l'ensemble du capital de Suez au prix de 18 €. Le titre Suez est en progression autour de 16 € actuellement. Et puis parmi les événements de la journée, de nouvelles prises de parole des banquiers centraux qui restent quand même des piliers clés pour les marchés. Jérôme Powell, notamment le patron de la Réserve fédérale américaine, s'exprimera en fin d'après-midi pour nous en Europe à l'occasion d'un congrès de la National Association of Business Economics. Des marchés un peu creux qui évoluent sans conviction et sans tendance. À mi-séance en Europe, le point complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à la mi-journée. Après avoir débuté la séance dans le vert, le CAC 40 est tombé sous son niveau de clôture un peu moins d'une heure après l'ouverture et aussi la présence de part et d'autre de ce niveau. La tendance est similaire en Europe où les marchés affichent des pertes légères à la mi-journée. Les marchés semblent se stabiliser suite à la sortie de l'hôpital de Donald Trump hier soir. Si celui-ci déclare aller très bien au point de déclencher une nouvelle polémique en appelant les Américains à ne pas avoir peur du Covid-19 et à sortir de chez eux, ces médecins sont plus prudents et continuent à lui administrer son traitement directement à la Maison-Blanche. L'équipe de Donald Trump a d'ailleurs annulé certains meetings dans des états bascules, mais Donald Trump souhaite de son côté maintenir le débat avec Joe Biden le 15 octobre prochain. De quoi rassurer les investisseurs qui avaient peur que la maladie de Donald Trump ne vienne perturber le processus électoral en cours. En matière de plan de relance, les négociations entre démocrates et républicains continuent. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, se sont entretenus hier par téléphone et devraient recommencer aujourd'hui afin de trouver un compromis et de proposer un nouveau plan de soutien budgétaire au Congrès. En Europe et plus précisément en Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 4,5% au mois d'août, une hausse largement supérieure aux attentes des économistes qui constitue un signal supplémentaire du redressement de l'économie allemande. Côté valeur à présent, le cours de Suez bénéficie du feu vert donné hier soir par Engie à Veolia pour l'acquisition de 29,9% des parts qu'il détenait dans Suez. Le vote du conseil d'administration s'est prononcé à la majorité, même si l'État actionnaire à 22% d'Engie a voté contre. Veolia qui a dans la foulée annoncé qu'il lancera une OPA sur le reste des titres pour prendre le contrôle de Suez. Une OPA qui n'interviendra selon Veolia que lorsque Suez aura accueilli favorablement le projet porté par Veolia. Suez qui de son côté dénonce toujours la reprise des parts par Veolia, la qualifiant d'hostile et dans des conditions inédites et irrégulières. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a de son côté regretté ce matin l'intransigeance de Suez mais aussi la précipitation de Veolia, rappelant que l'opération ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas d'accord amiable entre Suez et Veolia. Et hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que Suez annonce avoir signé un accord avec A2A, son homologue italien, dans le but de créer une co-entreprise dans la gestion des déchets dangereux en Italie. Kering cède de son côté près de 6% du capital de Puma pour 665,6 millions d'euros, une opération qui fait descendre la participation du groupe dans Puma à 9,8%. Et Danone cède de son côté le reste de sa participation dans l'entreprise japonaise Yakult. Spécialisée dans les probiotiques, la participation d'un peu plus de 6% est estimée à un peu plus de 500 millions d'euros. AK Technologies annonce de son côté une levée de fonds réservée
préservé de 200 millions d'euros avec une prime de 40%. Une opération financée aux 3/4 par la CNP et à 1/4 par la famille propriétaire de l'entreprise qui reste majoritaire à 51,9% des parts. Le titre AK Technologies gagne lui un peu moins de 40% à la mi-journée justement. Et on regarde à présent le pétrole qui se rapproche des 42 $ le baril de Brent. L'euro-dollar, lui, se rapproche des 1,18 $ pour 1 euro, tandis que l'once d'or, elle, oscille juste au-dessus des 1900 $. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse de la mi-journée et du soir, évidemment, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche après 3 jours d'hospitalisation. Que faire de cette information quand on est investisseur? C'est une question qu'on va se poser dans cette demi-heure. Et Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour tenter d'y répondre, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le marché, alors à très court terme, vit au rythme de l'hospitalisation de Donald Trump, de sa sortie de l'hôpital, de son retour à la Maison-Blanche. Ma question, effectivement, est la suivante. Qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire de cette information? Est-ce que Donald Trump, après avoir été positif Covid, est-ce que ça peut avoir une influence sur des drivers et des déterminants de marché importants, que ce soit sur le plan des politiques de santé publique aux États-Unis, sur le plan des discussions budgétaires, sur le plan de la vie du marché en général et de l'élection, bien sûr, du 3 novembre? Alors bien sûr, ça peut avoir un impact. On voit qu'on est dans une phase d'incertitude élevée, que ce soit l'évolution de la situation sanitaire, le retour de mesures de distanciation sociale ou le vaccin. On a en plus un risque que le redémarrage économique s'essouffle. Et donc aujourd'hui, il y a 2 enjeux qui sont importants. C'est la concrétisation d'un nouveau plan de soutien budgétaire aux États-Unis et puis les élections américaines. Alors sur ces 2 points-là, la maladie de Trump peut avoir un impact. Alors déjà sur le plan électoral, son comportement peut être jugé un peu irresponsable, que ce soit son refus de porter le masque ou ses sorties pour saluer ses supporters devant l'hôpital. Et ça vient se rajouter déjà à une mauvaise gestion de la crise sanitaire. Donc il peut se priver des voix d'électeurs modérés, alors qu'on observait déjà un décrochage dans les derniers sondages depuis le débat de mardi dernier. Donc l'avance de Biden a progressé depuis la semaine dernière. Après, sur le plan budgétaire, les négociations se poursuivent entre Nancy Pelosi et Steven Mnuchin. Ils se sont parlé hier, mais il n'y a pas encore d'accord. Et on sait vraiment que Trump pousse à un accord. Il l'a tweeté ce week-end. Il leur a demandé de travailler ensemble et d'arriver à un accord. Le temps presse pour lui parce que si un accord est trouvé cette semaine, si on tient compte du délai pour le voter, des chèques aux ménages pourraient commencer à arriver avant les élections, juste avant. En revanche, si l'accord n'est obtenu que la semaine prochaine, les chèques arriveront après. Donc, il y aura probablement un impact moins favorable pour lui. On comprend évidemment l'intérêt politique ou les enjeux politiques autour de cette discussion budgétaire. Juliette, sur le plan économique, là, si on essaye de faire le lien avec la dynamique de reprise aux États-Unis, alors certains estiment qu'elle s'essouffle. En même temps, on voit quand même des indicateurs toujours plutôt bien orientés. On a vu l'ISM Service hier qui était quand même toujours à des niveaux d'expansion assez soutenus. On a vu alors dans le rapport mensuel sur l'emploi un chiffre autour du taux de chômage qui passe sous les 8%. Est-ce qu'il y a une réelle urgence économique à mettre en place un nouveau volet de relance budgétaire aux États-Unis après déjà tout ce qui a été fait? Tout à fait. Alors c'est la question qui est posée par un certain nombre de sénateurs républicains qui ne sont pas forcément prêts à signer un accord de très grande ampleur. Alors, la reprise se poursuit, mais pour nous, quand même, le marché du travail reste encore très impacté par la crise sanitaire. Et le job report de vendredi dernier était quand même assez mitigé. Alors, certes, on a une baisse du taux de chômage, mais on voit quand même qu'on a récupéré qu'à peu près 50% des emplois qui ont été détruits entre mars et avril. Donc, on est encore très loin du compte. Il y a encore de nombreux Américains qui sont au chômage. Et si on regarde d'autres éléments, on voit que les créations d'emplois ralentissent.
qu'on a aussi une partie du chômage temporaire qui est en train de se transformer en chômage permanent. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Et puis, on voit que les salaires moyens progressent plus légèrement, ils ralentissent en glissement annuel. Et ça suggère que les employés qui ont des faibles revenus n'ont pas encore retrouvé un emploi. Donc tout ça quand même milite pour de nouveaux soutiens aux ménages. Et il faut se rappeler que c'est la consommation qui a vraiment tiré la première partie de la reprise et qu'avec l'arrêt des mesures supplémentaires de soutien à l'allocation chômage fin juillet, eh bien, on risque d'avoir une consommation qui ralentit fortement sur la fin de l'année. Dans ce contexte, après, bon, oui, allez-y Juliette, je vous en prie. Alors l'ISM nuit par contre était meilleur qu'attendu. Mais bon, après, le problème avec ces enquêtes, c'est que ça donne un bon sens de variation, mais ça ne dit pas combien on a récupéré de la perte d'activité. Ouais. Et quand on regarde la production industrielle, par exemple, on voit qu'on est encore très loin des niveaux d'avant Covid. Dans ce contexte, est-ce que les autorités monétaires, je parle de la Fed bien sûr, et Jérôme Powell qui doit s'exprimer encore, il s'exprime quand même beaucoup en ce moment, Jérôme Powell et les banquiers centraux, qui s'exprimera donc en fin de journée pour nous en Europe, est-ce que la Fed aimerait bien pouvoir sortir un peu du jeu pour quelques temps au moins, se mettre en pause pour quelques semaines, quelques mois? Est-ce que c'est l'idée de la stratégie actuelle de la Réserve fédérale américaine selon vous, Juliette? Oui, pour nous, on risque d'avoir une pause qui se poursuit pour l'instant. On voit qu'il y a quand même des dissensions qui commencent à apparaître au sein du board des gouverneurs, qu'il est plus partagé. Il y a eu deux membres votants qui ont voté contre le dernier communiqué, donc les choses aussi se compliquent un petit peu plus. Et ça se sent d'ailleurs dans les propos de Powell qui était moins à l'aise lors du dernier FOMC que d'habitude. Et voilà, donc pour nous, on est plutôt dans une phase de pause. Pause, effectivement, avec l'idée quand même que la Fed devra remettre au pot à un moment. Enfin, je crois que c'est ce que tout le monde attend peut-être pour la fin d'année, pour décembre. C'est ça aussi, Juliette. Oui, tout à fait. Et puis, toujours le fait que la Fed risque d'insister sur le besoin de complémentarité entre le budgétaire et le monétaire et qu'il faudra un peu plus de soutien budgétaire. La balle est dans le camp du budgétaire pour l'instant. Voilà à peu près le message de la Fed qui, évidemment, n'hésitera pas à agir s'il le faut, à nouveau, sans doute, d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Juliette. Merci d'avoir été avec nous et de nous livrer vos quelques remarques sur l'actualité de marché. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Vincent Genzi, à présent, qui est à mes côtés en plateau, stratège de Cholet-Dupont. Bonjour et bienvenue, Vincent. Bonjour, Grégoire. Poursuivons la discussion, évidemment, qu'on a entamée avec votre consoeur Juliette Cohen, mais partons peut-être du marché. On a le sentiment depuis 6 mois d'un marché qui fait plus grand-chose. Alors mettons peut-être la tech et le biais technologique américain de côté, mais non seulement le marché ne fait plus grand-chose, mais on a l'impression que les positions extrêmes peut-être se renforcent encore un peu plus en faveur de la croissance, en défaveur des valeurs décotées, des valeurs cycliques. Au-delà de quelques rotations, alors aujourd'hui par exemple est un exemple, au-delà de quelques rotations de quelques heures ou de quelques jours, la tendance de fond reste quand même très marquée. Oui. Et c'est vrai des deux côtés de l'Atlantique. Parce que si en Europe, les indices ont fait leur point haut début juin, et depuis, on faisait du surplace, dans une espèce de corridor horizontal. Les marchés américains, les indices larges, effectivement, ont progressé en juillet et en août et ont rendu un petit peu de ces gains récemment. Mais si on exclut les 5 grosses capitalisations ou les 6 ou les 7 plus grosses, le reste du marché américain a fait à peu près comme l'Europe. Donc on a à peu près la même chose de ce point de vue-là en Europe et aux États-Unis. Il y a une partie de la cote, en dehors des GAFAM, qui se comportent pas si mal que ça, parce que l'activité est revenue, que ce sont des activités pas trop impactées par le renouveau de la crise sanitaire et les mesures de précaution. Et puis on a tout le reste, peut-être un tiers de la cote qui, lui, souffre, pour des raisons économiques évidentes, comme le tourisme, comme l'hôtellerie, un certain nombre de services de consommation qui sont impactés, ou les banques qui structurellement souffraient déjà. Donc la conjonction de ces deux phénomènes est tout à fait l'explication de cette
pause que nous avons sur les indices en Europe, mais également sur le reste de la côte américaine. Et on n'arrive pas à sortir pour l'instant de ce corridor. Je dirais que même malheureusement, il semblerait qu'on en sorte un petit peu à la baisse. Alors, un certain nombre de chartistes qui avaient vu ça avaient commencé à être beaucoup plus prudents, notamment même aux États-Unis. Puis on voit que le marché américain a réussi ces derniers jours quand même à reprendre, parce qu'il y a les espoirs sur ce plan de relance américain. Et puis, malgré les écarts électoraux dans les sondages entre Trump et Biden, il y a quand même le plan de relance et puis la présence de la Fed dont on parlait tout à l'heure, qui fait que le marché américain a réussi à redémarrer. Mais nous, on n'a pas redémarré. Non. Et on est même encore assez fébrile, on le voit bien aujourd'hui, avec une séance où on fait 0. Ouais. Dans ce positionnement de marché, là, si j'essaye de traduire un peu le sentiment des investisseurs, on se dit que le monde va être 100% technologique, 100% digital, numérique, qu'il n'y aura plus d'avions, qu'il n'y aura plus de banques, qu'il n'y aura plus de pétrole. Si je prends un peu les divergences sectorielles qu'on peut observer dans le marché, qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent? Est-ce que c'est une situation dangereuse? Non, ça ne veut pas dire qu'on considère que le monde va être unilatéral. Ça me rappelle l'an 2000 où certains disaient mais il n'y aura que de la techno, il n'y aura plus de click and mortar. Non, il n'y aura plus de ciment, il n'y aura plus de Saint-Gobain, il n'y aura plus d'automobile, etc. Bon, depuis il y a quand même Tesla. Ouais. Bref. Donc, non, ça j'y crois pas du tout. En revanche, tant qu'on est dans cette situation de croissance qui reste fragile, faible dans certains pays, avec des taux d'intérêt aussi bas, il n'y a pas beaucoup de drivers pour faire un mouvement durable de réappréciation des secteurs délaissés, qui deviennent de moins en moins chers, à s'en arracher les cheveux sur la tête, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'attractivité des autres secteurs de la cote, il est basé sur de la croissance du chiffre d'affaires, de la croissance de résultats, une animation de marché parce qu'il y a encore des OPA et des rapprochements, un secteur qui, bien sûr, des secteurs qui sont en plein développement et qui profitent en plus de la crise sanitaire. Alors évidemment, le grand reproche, qu'on dit qu'ils sont très chers, mais non, ils sont chers. Certaines poches, certaines valeurs sont très chères parce qu'on paye encore des pertes. Mais la grosse différence sur le Nasdaq aujourd'hui par rapport à l'an 2000, c'est qu'en l'an 2000, on payait des ratios démentiels de pertes. Alors qu'aujourd'hui, les grands GAFA et les 100 plus grosses valeurs de la cote américaine de ce secteur-là font toutes des profits. Donc oui, on les paye cher, mais de même qu'on a toujours payé cher Hermès ou L'Oréal. C'est le rapport avec les taux d'intérêt qui fait que ces valeurs à bonne visibilité, par défaut, on les paye cher. Et peut-être qu'un jour, il y aura un retour en arrière, mais ça peut durer longtemps. Donc il y a un levier par rapport à la réalité économique, mais il n'y a pas une déconnexion dans les thèmes et les axes d'investissement choisis par le marché. Il n'y a pas une déconnexion par rapport à la réalité du terrain. Oui, je suis assez d'accord et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre dans l'esprit de nos auditeurs. C'est qu'on dit que la bourse aujourd'hui est à des niveaux stratosphériques complètement irréels, irrationnels. Non. La bourse, elle est très rationnelle. Si elle ne veut pas aujourd'hui acheter de banques ou de compagnies aériennes ou d'hôtellerie, elle a de bonnes raisons. Bien qu'elle a de bonnes raisons. Elle est tout à fait rationnelle. Et si elle accepte de payer beaucoup plus cher un certain nombre de valeurs, on commence à avoir des niveaux un peu tendus, mais on n'est pas non plus sur des niveaux de bulles, qui m'amèneraient à penser que la bourse fait n'importe quoi. Alors, encore une fois, au-delà des mouvements de rotation tactique, du jour le jour, qui peuvent toujours arriver, Vincent. La chasse aux bonnes affaires, en trading de court terme. Mais cette situation, elle est structurelle peut-être pour encore la décennie qui s'est ouverte en 2020 ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est vrai que chez Cholet, on faisait un peu le parallèle avec la situation japonaise, où on est dans Quand un on parle de taux bas, on regarde le Japon, depuis c'est ça. des dizaines d'années, et où effectivement cet écart n'a cessé de s'accroître. Donc de temps en temps, il y a des petits retours en arrière, mais tant que les taux sont bas, il y a une prime à la croissance. Donc ça peut effectivement durer le temps qu'on reste dans cette situation. Si la situation change radicalement parce qu'on revient dans une phase de croissance, de mondialisation ordonnée, si je puis dire également, et que la confiance revient sur les marchés, eh ben oui, bien sûr, on ira racheter toutes les autres valeurs qui sont peu chères. Bon,
peut-être pas toutes. Les banques, c'est encore très problématique. Ouais. Aujourd'hui, c'est une journée avec pour les banques, mais il n'y en a pas beaucoup des journées mais avec pour les banques. Régulièrement, on vient dire qu'elles sont très peu chères. Donc, et puis, il y a aussi des rapprochements qui se font de temps en temps. Il y a un peu de consolidation. Il y a un petit peu de buzz qui, heureusement, soutient un peu le marché. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Vous parliez d'un retour à un monde peut-être un peu plus ordonné. Parlons de Joe Biden. Alors, je vous laisse commenter la situation politique actuelle aux États-Unis, mais la question, c'est est-ce qu'il faut se préparer à un scénario qui semble être un scénario assez minoritaire aujourd'hui dans le marché, celui d'une victoire de Joe Biden incontestée et incontestable à la Maison-Blanche. Et j'inclus également le Sénat dans la besace de Joe Biden. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est un scénario de risque, alors positif, négatif, j'en sais rien, mais pour le marché aujourd'hui? C'est un scénario qui va nous donner un peu de volatilité. Mais je réfléchis quand même parce que, dans un premier temps, on va considérer que la prise du pouvoir complète par les démocrates risque de favoriser des mesures un peu radicales de son programme, en termes de fiscalité, en termes d'écologie, en termes de régulation des grands acteurs de la techno, les Google, les Facebook, etc. Donc, il peut quand même y avoir un petit sentiment de « oulala, zut ». Une trop large avance de Joe Biden, ça peut effrayer un peu quand même. Voilà. À côté de ça, depuis cet été, les programmes ont été décortiqués. Beaucoup se disent qu'il y a les promesses électorales et il y aura la réalité des projets de loi, que derrière, on est dans une situation qui est quand même encore un peu fragile, donc augmenter les impôts des ménages en termes de revenus ou de plus-value boursière et augmenter la taxation des entreprises, il n'y a peut-être pas urgence alors que l'économie ne va pas très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir de la volatilité, pas forcément de la grande volatilité, mais le marché risque de se chercher en disant « ah c'est mauvais, ah c'est bon, ah c'est mauvais, ah c'est bon », et in fine, on arriverait à un résultat finalement assez neutre. Je pense que l'enjeu électoral, c'est surtout l'enjeu de l'incertitude. Incertitude si l'élection est, comment dit-on ? Contestée, merci, par Donald Trump, et que la contestation dure 2 mois et demi, 3 mois, jusqu'à mi-décembre, où théoriquement, la Cour suprême doit se prononcer. Oui. Mais si on a vraiment ce temps d'incertitude et qu'en même temps, Trump continue à faire des gesticulations un peu comme il sait faire, je pense que ça va retarder, bien sûr, le plan de relance dont on parlait tout à l'heure, et que si la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, qu'on n'a pas annoncé de progrès sur le plan de la recherche sur les vaccins ou de médicaments, là, le marché risque d'être un peu livré à lui-même. Voilà. Ça n'ira peut-être pas trop bas non plus, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura quand même ce plan de relance, que les banques centrales sont toujours là, qu'il n'y a toujours pas d'alternative. Mais voilà, j'aurais tendance à dire qu'une fois que la certitude principale, qui est l'élection, est passée, les marchés vont réagir un peu à chaud, peut-être dans tous les sens, mais que ça va vite se normaliser. Ce sera business as usual. Si l'incertitude reste plus longtemps, ça bloque tout le reste. Ça bloque le plan de relance. Et ça, on sait qu'on en a besoin. Au milieu de tout ça, Vincent, on va revenir sur les questions microéconomiques avec les résultats d'entreprise. Alors, on évoquait la situation de marché, ces marchés, aux deux extrêmes, fracturés effectivement depuis un certain temps. Alors, je ne sais pas ce qui peut sortir de cette campagne de résultats d'entreprise qui va commencer la semaine prochaine aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a aucun doute que les gagnants de la pandémie sortiront des résultats à la hauteur des attentes ? Oui. Oui, est-ce qu'on peut se douter que les perdants de la pandémie sortiront des résultats, là aussi, en ligne avec ce qu'on peut craindre, c'est-à-dire de mauvais résultats, et que finalement cette saison ne soit pas un game changer pour les investisseurs? Alors moi, ce qui m'a frappé depuis 3 mois, c'est que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais plus aux États-Unis quand même, c'est que les analystes, au moment de la crise du printemps, avaient abaissé très rapidement, très fortement toutes leurs estimations. Et se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin. Donc ça a commencé aux États-Unis, on a commencé à réviser un peu à la hausse les résultats du trimestre et pour 2020, mais on l'a fait déjà assez sensiblement. Donc est-ce qu'il y a un potentiel de bonnes surprises et de nouvelles réévaluations des résultats pour 2020? Ça va être plus compliqué, parce qu'on voit bien qu'on a eu cette phase de fort rebond économique, et que là, on ne peut pas garder ce rythme qui est beaucoup trop fort. Donc il faut qu'il y ait ce petit ramollissement
qu'on voit en ce moment. C'est un plateau, un essoufflement qui fait un peu peur, mais qui est peut-être normal finalement. Surtout si la crise sanitaire se prolonge. Ça pèse. Oui, bien si sûr. elle se prolonge, effectivement, ça en ira dans l'autre sens. Donc, le potentiel de bonne surprise sur les résultats, oui, je le vois dans les gagnants. Je le vois aussi peut-être dans certaines sociétés un peu cycliques sur lesquelles on a eu très peur, et puis qui finalement, en serrant les boulons et en profitant du fort rebond qu'on a eu sur les mois d'été, peuvent quand même sortir des résultats un peu meilleurs qu'attendus. Est-ce que ça va être suffisant pour générer une nouvelle phase de réévaluation à la hausse qui soutiendrait davantage le marché? C'est très difficile à évaluer. Les perspectives 2021, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais là aussi, elles ont été fortement réévaluées. Elles ont été fortement réévaluées parce qu'on part d'une base de 2020 qui est très faible. Même si elle a été un peu relevée, on reste quand même très faible sur 2020. On est à du moins 30, moins 35 de baisse des résultats en Europe, peut-être moins 20 ou moins 18 aux États-Unis. Donc la base de comparaison, tous les analystes ont dit 2020 c'est un retour à la normale, donc hop, on met une rentabilité normative, et ce qui fait 20, 25, 30, 35% de hausse des résultats sur 2020. Or aujourd'hui, on n'est pas en train de réviser à la baisse les estimations de croissance économique sur 2021. Non. Mais si la crise sanitaire dure, dépasse le mois de décembre, parce qu'on n'a toujours pas de vaccin, ou on n'a pas d'annonce en tout cas qui permettent de l'espérer, et éventuellement on a de temps en temps des petits sursauts de cette épidémie, on va se dire, la croissance 2021, elle ne sera pas... Enfin, on va réviser à la baisse la croissance 2021. Sûr, et il y aura une révision à la baisse. Il y a une forme de fragilité quand même dans ces résultats, des résultats, des bénéfices de 2021. Et si je dis que le marché n'est pas cher, c'est parce que je regarde 2021, pas 2020. Donc, si effectivement on révise 2021 à la baisse, je pense que le marché peut souffrir aussi. Bon, toujours l'aspect sanitaire qui reste un driver important des perspectives et des anticipations qu'on peut avoir. Il nous reste 1 minute pour conclure, Vincent, sur l'allocation que vous recommandez, et puis peut-être une question un peu plus précise entre la tech et les banques qui représentent les deux extrêmes du marché. Est-ce qu'on trouve quand même des idées un peu dans le ventre mou entre les deux là? Oui, on trouve des idées dans le ventre mou, à la fois des secteurs, des valeurs un peu cycliques, mais qui sont liées quand même à la consommation et qui arrivent à sortir un peu leur épingle du jeu. Je parlais tout à l'heure de Fnac. Le titre a mis un peu de mal à redémarrer après ces annonces de chiffre d'affaires et de résultats. Ils sont pas mal défendus, ils ont même pris des parts de marché dans la vente par Internet. Donc les investisseurs commencent à comprendre que c'est un secteur un peu cyclique, ça reste très peu cher et la confiance revient sur ce genre de valeurs. Et il y en a d'autres dans l'automobile, il y en a aussi dans les produits de base qui redémarrent bien, qui sont des secteurs assez cycliques, mais qui bénéficient aussi de la reprise économique en Chine, par exemple. Donc la Chine, c'est très bien. Le reste des pays émergents, c'est plus compliqué. On reste quand même surpondéré sur les États-Unis. Parce que c'est le marché directeur et puis on y voit plus clair aux États-Unis, puis il y a les grandes valeurs. Et sur l'Europe, on est un peu sous-pondéré parce que ça patine. Je voyais les stratégistes de Citi, alors qu'ils mettent en avant tous les risques qu'on a en tête, les valorisations très tendues sur le marché américain, le risque d'une élection chaotique, etc. Et la conclusion, c'est surpondérer les États-Unis et sous-pondérer l'Europe. Voilà. Alors, c'est la mienne. Mais mais ils font la même conclusion. Une banque comme JP Morgan dit, pour se couvrir un peu du risque américain, on peut réduire un peu les États-Unis et aller sur l'Europe pour se couvrir du risque américain. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est un pari qui est perdant. Stratégiquement, les États-Unis restent quand même le cœur de portefeuille pour beaucoup de gérants allocataires globaux. Merci beaucoup Vincent. Vincent Genzi qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, stratège de Cholet-Dupont. On se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart.